À l'Institut Auguste Armand, l'atmosphère autour du concours d'entrée devient soudain plus lourde, presque électrique. Alors que chacun tente de se concentrer sur les dernières préparations, Constance, en pleine conversation avec Carla et Bérénice, laisse volontairement échapper plusieurs termes techniques. Elle évoque notamment le macaronnage et le soufflé, deux gestes précis qui, sans qu'elle le sache encore, correspondent exactement à certaines épreuves réservées aux candidats. Sur le moment, Carla accueille ces indications comme de simples conseils, mais Bérénice, elle, remarque immédiatement quelque chose d'étrange. Elle connaît suffisamment Constance pour sentir quand celle-ci cherche à dire quelque chose sans l'assumer complètement. Son regard se fait plus insistant, et très vite, elle décide de prendre sa sœur à part, loin des autres, afin de comprendre ce qui se cache derrière cette soudaine générosité technique. Constance tente d'abord de minimiser, consciente que la vérité risque d'avoir des conséquences bien plus graves qu'elle ne veut se l'avouer. Pourtant, face aux questions de Bérénice, elle finit par céder. Dans un moment de panique, elle a pris connaissance des sujets du concours. L'aveu tombe lourdement, avec cette sensation immédiate qu'une limite vient d'être franchie, même si Constance affirme qu'elle ne comptait pas exploiter cette information. Elle insiste d'ailleurs sur un point essentiel, jamais elle ne voudrait avantager Noé au détriment des autres candidats. Ce qu'elle a fait est déjà suffisamment grave à ses yeux, et elle semble chercher à se convaincre elle-même qu'elle peut encore empêcher la situation de déraper. Bérénice l'écoute, partagée entre l'envie de protéger sa sœur et la conscience que ce secret pourrait compromettre tout le concours. Pourtant, quelques heures plus tard, à l'atelier, Bérénice prend une décision qui brouille à son tour la frontière entre simple entraînement et avantage involontaire. Elle propose à Carla de travailler précisément le macaronnage. La jeune femme ne se doute de rien et se laisse entraîner avec enthousiasme, tandis que Noé, Oriane et Félix profitent eux aussi de cette séance particulièrement ciblée, heureux de pouvoir perfectionner une technique aussi délicate. Personne ne mesure encore vraiment la portée de ce choix. Pour eux, il s'agit seulement d'un entraînement utile avant une sélection exigeante. Mais pour Bérénice, chaque geste observé, chaque conseil donné porte désormais le poids de ce qu'elle sait. Elle tente de rester naturelle, tout en sentant grandir en elle un malaise difficile à faire taire, comme si le secret de Constance s'était déjà glissé au milieu des candidats. Pendant ce temps, Tessier croise Constance dans les couloirs de l'Institut. Il lui annonce qu'il a fini par accepter l'idée que Noé se présente au concours. Cette décision ne l'apaise pas. Derrière son ton habituellement tranchant se cache une inquiétude qu'il reconnaît presque à contre-cœur. Il a peur que leur fils échoue, et cette perspective semble le toucher bien davantage qu'il ne veut le montrer. Un peu plus tard, Tessier décide de passer à l'atelier pour observer la préparation des candidats. Il découvre Noé en plein travail sur des macarons salés. Le détail pourrait sembler banal, mais son instinct se met en alerte. Il connaît trop bien le programme du concours pour ne pas trouver cette coïncidence troublante. Il trouve alors un prétexte pour ne pas goûter et observe discrètement ce qui se passe autour de lui. Puis, avec cette autorité froide qui laisse peu de place à la discussion, il demande que les lieux soient libérés. Son attention se porte sur Bérénice. Il la prend à part et cherche à savoir ce qu'elle sait. La jeune femme reste prudente, choisit des réponses vagues, évite de donner le moindre élément pouvant accuser Constance, mais Tessier n'est pas du genre à ignorer un silence suspect. Bérénice ressort de cet échange profondément tendu. Elle comprend qu'Emmanuel a commencé à reconstituer les pièces du puzzle et qu'il ne lui faudra probablement pas longtemps avant de remonter jusqu'à Constance. En rentrant, elle avertit immédiatement sa sœur. La situation n'est plus un simple secret familial. Elle menace désormais de devenir un véritable scandale si Tessier comprend comment certaines techniques ont pu être anticipées. Constance, malgré l'inquiétude, tente de reprendre le contrôle. Elle assure à Bérénice qu'elle parlera directement à son mari et qu'elle réglera elle-même ce problème. Dans son esprit, il reste peut-être encore une chance de désamorcer la colère d'Emmanuel avant qu'elle n'explose. Elle veut croire qu'une explication honnête suffira, surtout maintenant que Tessier semble enfin accepter la présence de Noé parmi les candidats. Dans son bureau, Anaïs découvre brutalement l'ampleur de cette décision. Tessier lui annonce que toutes les idées d'épreuves qu'elle avait préparées sont désormais à jeter. Il ne lui laisse quasiment aucune marge pour défendre son travail. Ce qu'elle avait imaginé, structuré et pensé pour évaluer les candidats disparaît en quelques phrases, balayé par un directeur qui considère désormais que le concours doit repartir entièrement de zéro. Pour Anaïs, le choc est forcément brutal. Être renvoyé au double ne signifie pas seulement perdre la main sur l'organisation, cela revient à voir son investissement effacé au moment où elle pensait participer pleinement à un événement important de l'Institut. Tessier, lui, reste inflexible. Il préfère reprendre seul les commandes, persuadé que c'est désormais la seule manière de garantir une sélection incontestable. Et surtout,
Emmanuel ne compte pas simplement remplacer les sujets compromis par des épreuves équivalentes. Sa réaction est beaucoup plus radicale. Il veut reprendre le concours à son image, avec une exigence poussée à l'extrême, sans cadeau pour personne, pas même pour Noé. Dans son esprit, la meilleure façon d'écarter tout soupçon de favoritisme est désormais de rendre cette sélection plus difficile que toutes celles que l'Institut a connues. Ainsi, ce qui devait être une simple préparation au concours se transforme progressivement en affrontement silencieux au cœur de la famille Tessier. Constance pensait pouvoir protéger son fils sans trahir personne, Bérénice voulait éviter que le secret n'explose, et Emmanuel cherchait seulement à s'assurer que Noé mérite réellement sa place. Mais leurs intentions contradictoires viennent désormais de rendre le concours plus imprévisible que jamais. Pendant ce temps, loin de la tension qui entoure le concours, une autre histoire prend une tournure beaucoup plus douce, presque mélancolique. Lionel peine encore à accepter la manière dont son parcours à l'Institut est en train de s'achever. Il avait imaginé une sortie plus forte, plus symbolique, un dernier service capable de résumer toutes ces années passées derrière les fourneaux. Au lieu de cela, il garde le sentiment frustrant d'être privé de cette conclusion. Zoé et Inès voient bien que leur frère essaie de cacher sa déception derrière son humour habituel. Elles connaissent Lionel suffisamment pour comprendre que ce dernier service ne représente pas seulement une assiette de plus à envoyer. Pour lui, il s'agit de fermer une porte importante, celle d'une période où il a grandi, échoué, recommencer et trouver sa place au milieu de personnalités parfois bien plus sûres d'elle que lui. Alors, sans transformer les choses en grand événement officiel, Zoé et Inès décident de lui offrir malgré tout ce moment qu'ils croyaient perdu. Elles installent des tables devant la loge et invitent plusieurs personnes proches de l'Institut. Rose, Olivia et Enzo répondent présents, donnant immédiatement à cette initiative improvisée une dimension bien plus forte que Lionel ne l'avait imaginé lorsqu'il pensait devoir partir presque en silence. Ce geste touche profondément Lionel, même s'il ne le montre pas immédiatement. Depuis ses débuts, il a souvent avancé avec une énergie brute, parfois maladroite, en se servant de l'autodérision comme d'un bouclier. Cette fois, impossible de prétendre que tout cela ne compte pas. Les tables dressées, les visages familiers et l'attention de ses sœurs lui rappellent combien l'Institut a fini par devenir une partie essentielle de son histoire. Grâce à une livraison spéciale venant de la ferme d'Angèle, Lionel dispose en plus de produits qui lui permettent de donner à ce service une véritable identité. Il retrouve alors des gestes familiers, cette concentration très particulière qui précède chaque coup de feu. Aux côtés de Fleur, il replonge dans ce qu'il connaît le mieux, cuisiner, ajuster, goûter, envoyer, et oublier pendant quelques instants tout ce qui l'attend après. Fleur devient naturellement sa partenaire pour ce dernier tour de piste. Leur service ne repose pas sur une démonstration spectaculaire destinée à impressionner, mais sur quelque chose de plus intime. Lionel veut simplement bien faire, offrir aux invités un dernier souvenir à son image. Dans chaque assiette, il semble chercher à retenir un fragment de ces années où les cuisines de l'Institut ont été à la fois son terrain de jeu, son école et parfois son refuge. À mesure que le service avance, l'ambiance se détend. Rose, Olivia et Enzo ne sont pas là pour juger la moindre erreur ou distribuer des notes. Leur présence transforme le repas en une sorte de réunion improvisée où chacun mesure silencieusement le chemin parcouru par Lionel. Celui qui pouvait autrefois paraître impulsif ou immature est désormais capable de regarder derrière lui et d'assumer avec émotion tout ce que cette école lui a donné. Zoé et Inès observent leur frère avec une fierté qu'elles n'ont pas besoin de formuler longuement. Leur initiative fonctionne exactement comme elles l'espéraient. Lionel ne termine pas son passage à l'Institut avec le goût amer d'une occasion manquée. Il peut au contraire offrir une dernière fois quelque chose de lui-même à ceux qui ont participé, de près ou de loin, à son évolution. Lorsque vient la fin du service, Lionel sent probablement que les mots ordinaires ne suffisent plus. Alors il choisit une forme inattendue pour lui, un poème de remerciement. Ce moment, qui pourrait facilement devenir maladroit avec quelqu'un d'autre, prend ici une sincérité désarmante. Derrière la légèreté que Lionel conserve toujours quelque part, on sent l'émotion d'un homme qui comprend qu'un chapitre se referme réellement. Ces mots ne servent pas à embellir artificiellement son parcours. Ils ressemblent davantage à une manière de dire merci à tous ceux qui l'ont supporté, poussé, corrigé ou encouragé. À travers ce poème, Lionel ne célèbre pas seulement les réussites. Il semble aussi reconnaître les ratés, les doutes, les moments où il n'était pas certain d'être à sa place et toutes les fois où l'Institut lui a malgré tout donné une nouvelle occasion d'avancer. L'émotion est d'autant plus forte que rien dans cette scène n'a été prévu par l'administration. Il n'y a ni cérémonie officielle ni protocole.
Seulement quelques tables installées devant une loge, des proches réunis et un dernier service rendu possible par l'affection de deux sœurs qui refusaient de laisser leur frère partir avec des regrets. Cette simplicité donne justement à l'instant toute sa valeur. Pour Lionel, cette journée marque donc moins une fin brutale qu'une transition. Il peut désormais regarder son départ avec davantage de sérénité. L'institut restera associé à une immense partie de sa jeunesse, mais il n'a plus besoin de s'accrocher au restaurant éphémère pour prouver que son passage a compté. Les regards autour de lui suffisent à montrer qu'il laisse une trace réelle. Mais à peine cette parenthèse émouvante terminée qu'un visage bien connu vient bouleverser l'équilibre déjà précaire de la maison Lano. En fin de journée, Tom débarque avec ses affaires, dans une situation nettement moins glorieuse. Il vient d'être viré de la coloc des Marais et cherche visiblement une solution rapide pour éviter de se retrouver sans endroit où dormir. Tom espère donc pouvoir s'installer temporairement sur le canapé des Lano. Sa demande tombe au moment où la famille vient à peine de vivre une journée chargée en émotions, mais Lionel, Zoé et Inès acceptent finalement de lui venir en aide. Leur générosité possède cependant une limite claire. Tom peut squatter, mais seulement pendant une semaine au maximum. Cette arrivée soudaine apporte une note plus légère après les adieux de Lionel, tout en laissant deviner qu'un nouveau désordre pourrait rapidement s'installer. Tom n'arrive pas simplement pour passer boire un verre ou féliciter son ancien camarade. Il débarque avec ses bagages et ses problèmes, ce qui transforme aussitôt le canapé familial en solution de secours improvisée. Pour Lionel, la situation a quelque chose d'ironique. Au moment même où il tente de tourner une page et de se préparer à une nouvelle étape, son univers reste profondément lié à ceux qu'il a connus à l'institut. Tom apparaît comme un rappel presque comique de cette réalité. On peut quitter une école, mais les relations, les imprévus et les solidarités nées entre ces murs continuent souvent bien après. Dans le même temps, ailleurs à l'institut, l'ambiance est beaucoup moins chaleureuse. Clotilde tente d'évaluer Aurélien en cuisine et comprend rapidement que le jeune homme présente des lacunes importantes. Les bases lui manquent, ce qui devient immédiatement problématique dans un environnement où le moindre geste technique est observé avec exigence. Elle ne tarde donc pas à lui faire remarquer ses insuffisances. Aurélien réagit très mal. Au lieu d'accepter les critiques ou de reconnaître ses difficultés, il adopte une attitude insolente et arrogante. Plus Clotilde cherche à le recadrer, plus il semble se braquer. Derrière cette posture agressive, quelque chose ressemble déjà davantage à une défense qu'à une véritable confiance, mais Clotilde n'a aucune raison, à ce moment-là, de deviner ce qui l'oblige à se comporter ainsi. Face aux remarques de la chef, Aurélien finit par abandonner. Il jette l'éponge plutôt que de continuer à se confronter à ses lacunes. Ce départ pourrait facilement être interprété comme un simple manque de sérieux. Pourtant, Lou, qui connaît une autre facette du jeune homme, refuse de s'arrêter à cette première impression et décide de le retrouver à l'extérieur. Ce qui vient de se passer en cuisine n'est donc que la surface d'un problème plus profond. Derrière l'arrogance d'Aurélien, Lou va bientôt découvrir une peur beaucoup plus intime, celle d'un jeune homme qui a peut-être bien davantage à perdre que ce que son attitude laisse croire. Lou retrouve Aurélien à l'extérieur, loin de la cuisine où l'échange avec Clotilde vient de tourner court. Le contraste est immédiat. Quelques minutes plus tôt, Aurélien donnait l'image d'un garçon incapable d'accepter la moindre remarque, enfermé dans une arrogance presque provocatrice. Mais une fois seul avec Lou, cette carapace commence à se fissurer, laissant apparaître une réalité beaucoup moins flatteuse et surtout beaucoup plus fragile. Lou ne cherche pas à l'accabler. Il ne lui reproche ni son insolence ni sa manière d'avoir abandonné devant Clotilde. Il veut comprendre. Cette attitude désarme peu à peu Aurélien, qui finit par reconnaître que sa réaction n'avait rien à voir avec une quelconque certitude sur son propre niveau. Bien au contraire, il sait parfaitement qu'il manque de base, et cette faiblesse nourrit chez lui une peur constante de l'échec. Aurélien lui avoue alors qu'il subit une pression énorme. Il ne veut pas simplement réussir pour lui-même. Il veut rendre son père fier, comme si cette réussite pouvait enfin prouver quelque chose qu'il peine encore à formuler. Derrière chaque geste raté, chaque remarque de Clotilde et chaque difficulté en cuisine se cache donc une inquiétude plus profonde, celle de décevoir la personne dont le regard compte le plus. Mais ce n'est pas tout. L'Institut représente aussi pour Aurélien une dernière possibilité. Il a déjà tenté sa chance ailleurs et a échoué au concours d'autres écoles de cuisine. Cette succession de refus a laissé des traces. À force de voir les portes se fermer, il semble avoir développé un réflexe de défense, attaquer avant qu'on ne le juge, se montrer supérieur avant que quelqu'un ne lui rappelle ses limites. Lou comprend alors que l'arrogance d'Aurélien n'est pas une preuve de confiance, mais une manière maladroite de masquer la peur. Plus il se sent en danger, plus il se raidit. Plus il doute de lui-même, plus il tente de donner l'impression qu'il n'a besoin de personne.
Cette mécanique-là conduit directement à l'affrontement avec Clotilde, alors qu'il aurait précisément eu besoin d'écouter ses conseils. Face à cette confession, Lou prend une décision claire. Il refuse de laisser Aurélien tomber. Il lui promet qu'il ne l'abandonnera pas, même si le chemin s'annonce difficile. Cette promesse a une valeur particulière parce qu'elle ne repose pas sur l'idée qu'Aurélien serait déjà prêt pour l'Institut. Au contraire, Lou voit bien ses lacunes, mais il estime qu'elles ne doivent pas forcément condamner sa dernière chance. Il veut même aller plus loin. Lou compte convaincre Clotilde de lui accorder une seconde chance. La tâche s'annonce compliquée, car la chef Armand n'est pas connue pour revenir facilement sur une première impression, surtout lorsqu'un candidat combine manque de technique et insolence. Pourtant, Lou semble décidée à défendre Aurélien en mettant en avant ce qu'elle n'a pas pu voir derrière son comportement, la peur, la pression et le besoin désespéré de réussir. Cette détermination donne une nouvelle dimension à leur relation. Lou ne se contente pas d'être un simple témoin de la chute d'Aurélien. Il choisit de devenir celui qui l'empêche de sombrer complètement. Là où d'autres pourraient voir un garçon arrogant qui ne mérite pas qu'on perde du temps avec lui, Lou voit quelqu'un qui est en train de saboter sa propre chance parce qu'il ne sait pas gérer la peur de tout perdre. Pendant ce temps, la situation autour du concours continue de se tendre. Tessier a désormais repris le contrôle total des épreuves, et cette décision change immédiatement l'équilibre à l'Institut. Jusqu'ici, les candidats pouvaient encore espérer se préparer en suivant certaines pistes, travailler les techniques les plus probables et se rassurer en répétant les gestes qu'ils maîtrisaient déjà. Désormais, plus rien ne semble prévisible. En écartant les propositions d'Anaïs, Tessier ne se contente pas de protéger l'intégrité du concours. Il impose aussi sa propre vision de la sélection. Pour lui, un candidat qui mérite d'entrer à l'Institut doit être capable de faire face à l'inconnu, de résister à la pression et de produire quelque chose de solide même lorsque tous ses repères disparaissent. Cette exigence prend une dimension encore plus personnelle avec la présence de Noé. Car Tessier sait qu'un paradoxe s'installe. D'un côté, il veut que son fils réussisse. Il a enfin accepté l'idée que Noé tente sa chance, ce qui signifie qu'une partie de lui espère sincèrement le voir franchir les portes de l'Institut en tant qu'élève. De l'autre, il refuse absolument que cette réussite puisse être associée au moindre soupçon d'avantage familial ou de sujet connu à l'avance. Cette contradiction explique en partie la violence de sa réaction. Plus il tient à Noé, plus il ressent le besoin de rendre le concours incontestable. Si son fils réussit, il veut pouvoir regarder tout le monde en face et affirmer qu'il n'a bénéficié d'aucune faveur. Et si Noé échoue, aussi douloureux que cela puisse être, Tessier semble préférer cette défaite à une victoire entachée de doutes. Constance, de son côté, se retrouve prise dans les conséquences d'un geste commis sous l'effet de la panique. Elle voulait protéger Noé, ou du moins comprendre ce qui l'attendait. Mais en prenant connaissance des sujets, puis en laissant filtrer certaines techniques, elle a provoqué exactement l'inverse de ce qu'elle espérait. Au lieu d'apaiser la situation, elle vient de pousser Emmanuel à durcir encore davantage les épreuves. Bérénice se trouve elle aussi au cœur de ce malaise. Elle sait désormais que ses propres conseils à Carla ont peut-être contribué à éveiller les soupçons de Tessier. Elle voulait aider, sans mesurer à quel point le moindre détail pouvait devenir compromettant. Cette position est particulièrement inconfortable. Elle cherche à protéger Constance, à soutenir Carla et à ne pas mettre Noé en difficulté, trois intentions qui se heurtent désormais les unes aux autres. Carla, Noé, Oriane et Félix, eux, restent encore à distance de toute cette guerre silencieuse. Ils continuent de se préparer sans forcément comprendre pourquoi certaines techniques ont été travaillées précisément à ce moment-là. Mais cette ignorance ne les protège pas totalement. À partir du moment où Tessier modifie entièrement le concours, tous leurs entraînements ciblés risquent de perdre une grande partie de leur valeur. Pour Noé surtout, le défi devient immense. Il ne sait probablement pas jusqu'où ses parents sont prêts à aller, chacun de leur côté, pour gérer sa candidature. Constance agit par inquiétude, Emmanuel par exigence, mais le résultat est le même, la pression autour de lui ne cesse d'augmenter. Il devra bientôt prouver qu'il peut exister comme candidat indépendamment du nom Tessier et de tout ce qu'il représente. Dans le même temps, Lionel profite encore des dernières heures de cette journée particulière. Son service improvisé lui a offert ce qu'il pensait avoir perdu, une vraie conclusion à son passage à l'Institut. Cette émotion contraste fortement avec la violence contenue qui règne autour du concours. Tandis que certains s'apprêtent à tout donner pour entrer dans cette école, Lionel découvre ce que signifie réellement la quitter. Cette opposition donne à la journée une tonalité presque symbolique. D'un côté, Noé, Aurélien et les autres candidats se battent pour obtenir une place dans un univers dont ils rêvent encore. De l'autre, Lionel mesure tout ce que cet univers lui a apporté avant de s'en éloigner.
Entre les deux, l'Institut apparaît moins comme une simple école que comme un lieu capable de transformer profondément ceux qui y passent. Et tandis que Lou se prépare à défendre Aurélien face à Clotilde, une question demeure entière. La chef acceptera-t-elle de regarder au-delà de l'insolence qu'elle a vue en cuisine? Aurélien a déjà brûlé une première chance. Désormais, tout dépendra de sa capacité à en obtenir une deuxième, et surtout de ce qu'il sera capable d'en faire. À mesure que la journée avance, les conséquences des décisions prises autour du concours deviennent de plus en plus visibles, même pour ceux qui ne connaissent pas toute l'histoire. L'Institut semble fonctionner normalement, mais sous cette apparente continuité, plusieurs tensions se croisent. Tessier veut reprendre le contrôle, Constance cherche à réparer son erreur, et Bérénice tente encore d'éviter que le secret découvert plus tôt ne se transforme en conflit ouvert. Pour Constance, la situation est d'autant plus difficile qu'elle sait désormais qu'Emmanuel a commencé à soupçonner quelque chose. Elle avait promis à Bérénice de régler directement le problème avec son mari, convaincue qu'il valait mieux affronter la vérité plutôt que laisser les soupçons grandir. Pourtant, cette décision arrive trop tard. Tessier, fidèle à lui-même, n'a pas attendu qu'on lui fournisse des explications pour prendre les devants. Dans son esprit, le simple fait que certaines techniques précises aient circulé avant les épreuves suffit à remettre en cause toute la préparation du concours. Peu importe de savoir qui a voulu aider qui, ou avec quelles intentions. À ses yeux, une sélection aussi importante ne peut tolérer la moindre ambiguïté. Il préfère donc sacrifier tout le travail déjà accompli plutôt que risquer qu'un candidat soit avantagé, même involontairement. Cette fermeté touche directement Anaïs. Elle avait préparé les épreuves avec sérieux, en réfléchissant à la manière d'évaluer les candidats de façon cohérente. Pourtant, en quelques instants, Tessier invalide l'ensemble de ses propositions. Le message est brutal. Ces idées ne seront pas simplement corrigées ou adaptées, elles sont abandonnées. Anaïs doit retourner au Doublat, pendant que le directeur reprend lui-même la conception du concours. La décision de Tessier peut sembler particulièrement dure, mais elle traduit aussi son besoin presque obsessionnel de restaurer une forme d'équité absolue. Il sait que Noé sera observé davantage que les autres candidats précisément parce qu'il est son fils. Si le jeune homme réussit, certains pourraient toujours imaginer qu'il a bénéficié d'informations privilégiées. Emmanuel refuse que cette possibilité existe, même au prix d'un concours encore plus éprouvant. C'est là que son inquiétude de père se heurte frontalement à son exigence de directeur. Il a reconnu devant Constance avoir peur que Noé échoue. Cette peur est réelle, et peut-être même plus forte qu'il ne l'admet. Pourtant, au lieu de faciliter les choses pour son fils, Tessier fait exactement l'inverse. Il rend le chemin plus difficile afin que personne ne puisse contester le résultat. Constance, elle, agit selon une logique presque opposée. Sa première réaction a été guidée par la peur de voir Noé souffrir. En consultant les sujets dans un moment de panique, elle a cherché une forme de contrôle, comme si connaître les épreuves pouvait réduire l'incertitude. Mais ce geste, puis les indices volontairement glissés devant Bérénice et Carla, ont finalement augmenté le risque qu'elle voulait éviter. Bérénice prend progressivement conscience de cette contradiction. En acceptant de faire travailler Carla sur le macaronnage, elle pensait sans doute utiliser l'information de manière discrète, sans provoquer de véritable injustice. Pourtant, elle comprend maintenant qu'un avantage, même indirect, reste un avantage. Le regard suspicieux de Tessier à l'atelier lui a montré à quel point il peut repérer la moindre incohérence lorsqu'il sent que quelque chose lui échappe. Dans le même temps, la trajectoire de Lionel offre un contraste saisissant. Alors que Noé se trouve au seuil d'une possible entrée à l'Institut, Lionel vit les derniers instants d'un parcours déjà accompli. Le service organisé par Zoé et Inès a réparé quelque chose en lui. Il ne quitte plus l'école avec seulement la frustration d'un final manqué, mais avec le souvenir d'une dernière expérience profondément personnelle. La présence de Fleur à ses côtés joue également un rôle important dans cette conclusion. Elle l'accompagne au moment où il transforme un simple repas improvisé en véritable dernier service. Grâce aux produits venus de la ferme d'Angèle, Lionel peut retrouver ce qui a toujours été le plus naturel pour lui, exprimer ce qu'il ressent à travers la cuisine avant même de trouver les mots pour le dire. Ces mots viennent pourtant à la fin, sous la forme d'un poème de remerciement. Lionel se livre d'une manière qu'on attend peut-être moins de lui. Il ne cherche plus à masquer l'émotion derrière une plaisanterie ou une remarque provocatrice. Face à Rose, Olivia, Enzo et aux autres présents, il accepte pleinement la nostalgie du moment et reconnaît l'importance de ceux qui ont partagé son parcours. Zoé et Inès peuvent alors mesurer la réussite de leur initiative. Elles voulaient offrir à leur frère une dernière image heureuse de l'Institut, et c'est exactement ce qu'elles obtiennent. Ce service ne change pas le fait que Lionel doit tourner la page, mais il modifie profondément la manière dont il le fait.
Il n'est plus simplement celui qui part, il devient celui qui choisit comment dire au revoir. À peine ce moment terminé, Tom surgit pourtant avec une énergie bien différente. Ses affaires à la main, il annonce qu'il a été viré de la colloque des Marais. La situation est suffisamment claire pour ne laisser aucun doute sur ses intentions. Il cherche un toit, au moins temporairement. Le contraste avec la poésie de Lionel est presque comique, mais il ramène immédiatement les Lano à une réalité plus quotidienne. Lionel, Zoé et Inès finissent par accepter que Tom dorme sur leur canapé. Ils posent néanmoins une limite très précise, une semaine maximum. Cette règle traduit à la fois leur solidarité et leur prudence. Ils ne veulent pas laisser Tom dans l'embarras, mais ils savent aussi qu'un hébergement improvisé peut rapidement devenir permanent si personne ne fixe de cadre dès le départ. Pendant ce temps, Lou reste concentré sur Aurélien. Après avoir découvert la pression que le jeune homme porte sur ses épaules, il refuse de le laisser réduire son avenir à l'échec de cette première séance avec Clotilde. Il sait cependant que convaincre la chef sera difficile. Aurélien ne s'est pas contenté de mal cuisiner, il a aussi répondu avec insolence avant d'abandonner. Lou comprend que pour obtenir une seconde chance, il devra défendre plus qu'un simple candidat en difficulté. Il devra faire comprendre à Clotilde que l'attitude d'Aurélien cache une peur réelle et une situation fragile. Le jeune homme a déjà échoué ailleurs, et l'Institut représente désormais sa dernière possibilité. Cette réalité n'efface pas son comportement, mais elle permet de le regarder autrement. Aurélien, lui, se retrouve face à une vérité qu'il ne peut plus contourner. Il veut rendre son père fier, mais cette volonté est devenue une pression qui menace précisément de le faire échouer. Chaque critique lui rappelle les concours déjà perdus, chaque erreur semble confirmer ses doutes, et son arrogance devient le moyen le plus rapide de repousser ceux qui pourraient pourtant l'aider. Ainsi, Lou devient celui qui tente de rompre ce cercle. Sa promesse de ne pas abandonner Aurélien n'efface ni ses lacunes ni l'affrontement avec Clotilde, mais elle lui redonne une perspective. Pour la première fois depuis son départ de la cuisine, Aurélien n'est plus seulement confronté à l'image d'un nouvel échec. Quelqu'un croit encore qu'une seconde chance est possible. Entre un concours entièrement bouleversé, un dernier service chargé d'émotions et un candidat qui risque de tout perdre avant même d'avoir réellement commencé, l'Institut traverse donc une journée où chacun se retrouve face à une forme de passage décisif. Certains cherchent à entrer, d'autres apprennent à partir, tandis que d'autres encore doivent simplement trouver la force de recommencer. À la fin de cette journée, 3 trajectoires semblent finalement se répondre sans jamais vraiment se croiser. Noé se prépare à affronter un concours désormais beaucoup plus difficile, Lionel ferme une page essentielle de sa vie, et Aurélien tente de sauver ce qui ressemble à sa dernière véritable chance. Chacun se trouve devant une frontière différente, mais tous comprennent que l'Institut ne pardonne ni l'hésitation ni les faux-semblants. Pour Tessier, le choix est désormais fait. Il a repris la main sur les épreuves et rien ne pourra le faire revenir en arrière. Les sujets préparés par Anaïs sont abandonnés, non parce qu'ils manquent de qualité, mais parce qu'ils ne garantissent plus à ses yeux une égalité parfaite entre les candidats. Dès lors, Emmanuel ne pense plus seulement comme directeur. Il agit comme quelqu'un qui veut supprimer toute zone grise avant qu'elle ne devienne un scandale. Cette décision place pourtant Noé dans une situation presque paradoxale. Son père vient enfin d'accepter qu'il tente le concours, mais cette acceptation s'accompagne immédiatement d'un niveau d'exigence encore supérieur. Emmanuel ne veut pas protéger son fils du risque d'échec. Il veut au contraire que sa réussite éventuelle soit impossible à contester, même si cela signifie rendre chaque étape plus difficile et plus éprouvante pour lui. Constance mesure alors la portée de son geste avec une lucidité beaucoup plus douloureuse. Elle voulait peut-être réduire l'incertitude, comprendre ce qui attendait Noé et se rassurer elle-même. Mais en prenant connaissance des sujets, puis en laissant filtrer certaines techniques, elle a déclenché exactement ce qu'elle craignait, un concours durci, plus imprévisible, et un mari désormais déterminé à ne faire aucune concession. Bérénice se retrouve elle aussi prisonnière de cette chaîne de conséquences. En orientant Carla vers le macaronnage, elle n'avait sans doute pas l'impression de provoquer un bouleversement majeur. Pourtant, le simple fait que Noé, Oriane et Félix aient profité de cet entraînement suffit à lui faire comprendre pourquoi Tessier a réagi aussi vivement. À partir du moment où un doute existe, toutes les certitudes deviennent fragiles. La jeune femme comprend surtout qu'elle ne peut plus se contenter de protéger Constance par le silence. Le regard d'Emmanuel à l'atelier lui a montré qu'il avait déjà perçu l'anomalie. Il ne possédait peut-être pas toutes les réponses, mais il avait suffisamment d'indices pour agir. C'est précisément ce qu'il a fait, avec cette brutalité méthodique qui transforme un soupçon en décision irrévocable. Anaïs, de son côté, doit encaisser la manière dont son travail a été balayé.
Elle retourne au double A, laissant derrière elle une organisation qu'elle pensait encore maîtriser quelques heures plus tôt. La décision est difficile à accepter, mais elle traduit surtout l'état d'esprit de Tessier. Désormais, personne ne doit pouvoir dire qu'une épreuve a été conservée malgré le risque qu'elle ait circulé. Dans le même temps, Lionel vit une conclusion beaucoup plus chaleureuse. Grâce à Zoé et Inès, son dernier service ne ressemble finalement pas à un départ frustré. Les tables dressées devant la loge, la présence de Rose, Olivia et Enzo, la cuisine partagée avec Fleur et les produits venus de la ferme d'Angèle donnent à ce moment une valeur que Lionel n'aurait jamais pu organiser seul. Ce qui le touche le plus n'est probablement pas le caractère improvisé du service, mais la raison pour laquelle tout cela existe. Ses sœurs ont compris qu'il avait besoin de finir autrement. Elles n'ont pas cherché à reproduire artificiellement le restaurant éphémère qu'il n'avait pas pu conserver jusqu'au bout. Elles lui ont simplement offert un espace où il pouvait cuisiner une dernière fois pour ceux qui comptent. Au moment du poème, Lionel accepte enfin de laisser tomber ses défenses. Il remercie, il regarde derrière lui et il assume l'émotion du départ. Ce geste révèle combien son parcours à l'Institut a dépassé la simple formation professionnelle. L'école a accompagné ses réussites comme ses maladresses, ses certitudes comme ses doutes, et le jeune homme peut désormais partir sans avoir l'impression que cette histoire s'est arrêtée trop brutalement. La soirée aurait presque pu se terminer sur cette image, mais Tom arrive avec ses bagages et ses propres problèmes. Viré de la coloc des Marais, il transforme immédiatement le canapé des Lano en solution d'urgence. Lionel, Zoé et Inès acceptent de l'héberger, mais fixent une limite d'1 semaine, conscient que la solidarité n'empêche pas d'établir quelques règles élémentaires. Cette arrivée apporte une forme d'ironie au départ de Lionel. Alors qu'il tente précisément de clore son chapitre à l'Institut, un ancien camarade débarque dans sa vie avec une nouvelle complication. Comme si les années passées dans cette école refusaient de disparaître proprement. Les liens créés entre les élèves continuent au-delà des cuisines, parfois sous la forme d'un poème d'adieu, parfois sous celle d'un canapé à partager. Ailleurs, Lou refuse lui aussi de laisser quelqu'un sortir de l'histoire sur un échec. Après les confidences d'Aurélien, il sait désormais que l'affrontement avec Clotilde ne peut pas être résumé à une simple question de caractère. Aurélien s'est montré arrogant, mais son attitude est nourrie par une pression considérable, par des échecs déjà accumulés et par l'envie presque obsessionnelle de rendre son père fier. L'Institut constitue pour lui la dernière porte encore ouverte. Après avoir échoué au concours d'autres écoles de cuisine, il n'a plus la sensation de disposer d'une série infinie d'occasions. Cette réalité transforme chaque remarque de Clotilde en menace, chaque maladresse en possible condamnation. Au lieu de demander de l'aide, Aurélien réagit en attaquant, comme s'il préférait être jugé insolent plutôt que incompétent. Lou voit parfaitement le danger de cette attitude. Si Aurélien continue à se protéger ainsi, il finira par provoquer lui-même l'échec qu'il redoute. C'est précisément pour cette raison qu'il lui promet de ne pas le lâcher. Cette promesse n'efface pas les erreurs commises, mais elle lui donne au moins une possibilité, celle de ne pas rester seul face à la honte et à la peur. Reste désormais à convaincre Clotilde. Elle a vu un jeune homme incapable de maîtriser les bases, arrogant lorsqu'on le reprend et prêt à abandonner dès que la situation devient inconfortable. Lou devra donc réussir à lui montrer ce qu'elle n'a pas vu, un candidat fragilisé par plusieurs échecs, enfermé dans une pression familiale et incapable de transformer cette peur en énergie constructive. La seconde chance qu'il veut obtenir ne sera donc pas un cadeau. Aurélien devra prouver qu'il peut écouter, apprendre et surtout accepter de ne pas tout maîtriser immédiatement. Lou peut parler pour lui, expliquer son histoire et demander à Clotilde de reconsidérer son jugement, mais il ne pourra pas cuisiner à sa place ni transformer son comportement s'il refuse lui-même de changer. Ainsi s'achève une journée où chacun, à sa manière, doit affronter la conséquence de ses choix. Constance découvre qu'un geste commis par peur peut aggraver ce qu'elle voulait éviter. Tessier assume de rendre le concours plus dur pour protéger son intégrité. Lionel reçoit enfin l'adieu qu'il espérait, tandis qu'Aurélien comprend qu'une dernière chance ne vaut que si l'on accepte réellement de la saisir. Et au cœur de toutes ces histoires, l'Institut reste fidèle à ce qu'il a toujours représenté, un lieu où entrer exige parfois de se dépasser, où partir oblige à regarder derrière soi, et où une erreur peut tout remettre en question. Pour Noé, Lionel et Aurélien, rien ne se joue exactement de la même manière, mais chacun franchit désormais une étape qu'il ne pourra plus vraiment effacer.